est au bord de la faillite, une pénurie alimentaire commence à croître et une crise majeure menace la France. Le roi Louis XVI décide d'établir les États généraux. Le tiers-État, rassemblé dans une assemblée séparée de celle de la noblesse et du clergé, cherche à faire valoir la création d'une assemblée unifiée sans distinction d'ordre, mais peine à faire entendre une position homogène. Certains voient dans les États généraux la possibilité de demander de nouvelles libertés et de réfuter la vieille distinction hiérarchique de la société française. D'autres n'y voient qu'un moyen pragmatique de sortir la France de ses problèmes économiques. Finalement, face à l'inertie des partis, il propose une négociation auprès du Premier ministre et de la noblesse pour unir l'Assemblée du tiers-État en une seule assemblée. Cette négociation échoue et l'Assemblée du tiers-État devient à elle seule l'Assemblée de toute la nation, l'Assemblée nationale. Cette assemblée s'enferme dans la salle des États généraux, déclare représenter le peuple français et ses membres prêtent serment de ne jamais se séparer, ni interrompre leurs travaux tant qu'une constitution n'aura pas été établie, au mépris des ordres du roi d'évacuer la salle et des propres dangers pour leur vie. L'agitation gagne Paris. Des tensions produites par des incidents entre l'armée et la population se font ressentir. Tandis que les députés de la noblesse rallient la nouvelle Assemblée nationale, le tiers-État se déchire. Poser les bases libérales et égalitaires à l'avenir du pays ou prendre parti face aux affrontements qui ont lieu dans la capitale, certains appellent de leur vœu à jeter les fondations d'une déclaration des droits de l'homme. Finalement, la délégation des députés du tiers-État parvient à prévenir le roi de la situation et celui-ci retire les troupes, consacrant enfin l'Assemblée nationale à son rôle gouvernemental. Le président de l'Assemblée, Lamy, devient maire de Paris. Mais les violences ne s'arrêtent pas aux événements de juillet, et peu à peu, c'est toute la France qui est prise dans les violences et les règlements de compte. Le débat dans le tiers-État fait rage, entre visions différentes du peuple et de la violence légitime ou illégitime, cristallisée par les points de vue de Lefranc et Gigard. Le débat devient si fort qu'il en vient aux mains. Il se retrouve instrumentalisé par la noblesse qui fait valoir l'inaptitude du tiers-État à gouverner. Ce n'est que la menace imminente de la banqueroute qui parvient à faire revenir tout le monde au calme et consacre un succès certain du tiers-État dans ses revendications. La noblesse et le clergé abandonnent volontairement leurs privilèges. Il n'empêche que le tiers-État est de plus en plus miné dans son existence même au sein de l'Assemblée nationale. Il est objet des querelles intestines entre factions de plus en plus conservatrices et radicales. Il est écartelé entre le pouvoir grandissant des comités de quartier du peuple de Paris, qui souhaitent plus de représentativité, et la menace contre-révolutionnaire de la frange réactionnaire de la noblesse. Après le retour du roi à Paris, sous la pression d'une assemblée de femmes, le pouvoir décisionnaire du tiers-État est dissous in fine dans les individualités, les dissensions, la peur et la fatigue ambiante. Le dernier recours que tente Carré face au roi de faire valoir cette entité, en dissolvant l'Assemblée nationale qui l'a fait naître, se solde par un échec. Une nouvelle page de la Révolution semble se tourner, mais qui sonne le glas du tiers-État en tant qu'instance.